vérité au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, le témoignage des jeunes du village de Doucidé dans la région centrale. Ils ont bénéficié du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, un projet qui a changé leur quotidien sur place. Fermeture de magasins de Sojara Lomé ce jeudi, les magasins sous-scellés. Pourquoi cette opération du Conseil interprofessionnel de la filière et du ministère du Commerce? Eh bien, nous suivrons les explications tout à l'heure dans le courant de cette édition. Enfin, il souffle déjà comme un air de Noël sur la ville et dans les maisons. Et Noël, c'est le sapin. Vous en voulez naturel. Pas de souci. Je vous amène à Alankwegbe dans un champ de Noël dans le Zion. Et c'est le dossier de cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. D'abord, INAM et les produits dans sa base de données pas toujours prescrits par les médecins aux populations, ce qui revient, vous vous en doutez, plus cher aux assurés. L'Institut national de l'assurance maladie et le Synfot veulent que ça change et c'est le but de la rencontre ce jeudi encore avec les prescripteurs. Ce qui a été dit, c'est avec Ilori Chamégan. Nous avons prescrit pratiquement tous les médicaments qui existaient sur le marché. Des échanges et partage d'expériences autour de l'utilisation de la liste des médicaments remboursables par l'assurance maladie publique. Ensemble, l'Institut national d'assurance maladie INAM et les prescripteurs de la région maritime relèvent les difficultés rencontrées et tentent d'apporter des améliorations. La meilleure prise en charge des assurés étant une priorité. Il y avait des plaintes des usagers, des prescripteurs qui disaient qu'ils ne trouvaient pas ceci ou cela. Donc la liste étant un outil, on s'est dit il faut les approcher, en causer, échanger pour voir d'où ça pouvait venir. Est-ce que c'est une faible maîtrise de l'utilisation de l'outil ou est-ce vraiment des problèmes dans la liste à corriger? On va voir ce qu'on peut faire pour améliorer l'utilisation et la mise en œuvre de cette liste. Soins de santé de qualité à moindre coût. Une dynamique dans laquelle s'est également inscrit le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, Synfot. Nous devons faire en sorte que la santé qui a un coût ne pèse pas dans la poche des assurés. Donc il faut que les prescripteurs initialement possèdent la base des médicaments remboursables par l'assurance maladie publique pour pouvoir mieux prescrire et faire en sorte que les assurés n'aient pas à dépenser plus que ce qu'ils ne devraient dépenser. Donc voilà l'esprit en fait de cette tournée qui est une tournée qui vient à point nommé pour renforcer déjà ce que INAM a eu à faire et maintenant consolider les assises pour évoluer vers la couverture maladie universelle. Une démarche conjointe de l'INAM et du Synfot au bénéfice des populations togolaises. Rendez-vous pris pour janvier prochain avec les prescripteurs du Grand Lomé. Et la santé encore, c'est tout le monde qui en a droit, même en prison. Tout le sens d'ailleurs de l'action de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, ce matin à la prison civile de Lomé. Et sur place et bientôt pour les détenus, des consultations gratuites, des médicaments offerts. Une armée de médecins déjà mobilisés pour l'opération. Christine Pétcheki-Aloudé. L'accès aux soins de santé, pas toujours pareil pour tout le monde. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, travaille à corriger cette inégalité. De la parole au geste, l'institution marque la Journée internationale des droits de l'homme par des consultations médicales gratuites à la prison civile de Lomé. Une dizaine de médecins mobilisés, environ 300 détenus bientôt touchés. EMS Afrique, SOS, Dr TV, Tédis Pharma et Sotomed nous ont appuyés. Nous avons mobilisé un certain nombre de médecins. Nous aurons précisément 4 médecins généralistes pour regarder les pathologies d'ordre général. Nous aurons 3 gynécologues pour les détenues femmes et nous avons aussi 3 médecins dermatos. Et il y a la possibilité aussi de se faire consulter pour les problèmes de stomatologie. Toujours dans le geste, la CNDH offre un lot de médicaments de première nécessité à l'administration pénitentiaire. Les ordonnances sont aussi prises en charge
par la CNDH. Nous sommes à la période de la pandémie, d'abord, et ensuite nous sommes dans une prison. Les besoins de santé sont très importants. C'est une satisfaction générale que nous ressentons vis-à-vis de cette visite-là. Les consultations seront étendues aux autres détenus des autres maisons d'arrêt sur l'étendue du territoire national. La santé, tout le monde en a droit. Il est 20h05. Je vous amène maintenant à Doucidé. C'est tout près de Sekouré dans la région centrale. Ce village a bénéficié, je vous le disais, du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV, projet piloté par ANADEB et la Banque mondiale en visite d'ailleurs sur place. Les jeunes témoignent. Un reportage de Ulrich Chamega. Doucidé dans la région de la centrale. Des kilomètres parcourus en un temps record sur cette piste tracée par les populations elles-mêmes. Résultat des travaux de haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Une forme d'engagement communautaire rémunéré. Avant l'arrivée de l'ANADEB, ici, notre piste là, ce n'était même pas praticable. Ce n'était même pas praticable. Le vieux là, pour lui transporter, amener à l'IRD, peut-être il sera encore tombé malade. Tenir la hache et enlever les bois sur la piste, c'est pas facile. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait, c'était même trop. Des témoignages qui mettent en évidence le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV dans la centrale. Du volontariat communautaire à la formation en développement d'affaires, en passant par la mise en place des activités génératrices de revenus, chaque jeune en a eu pour sa part. J'ai fait un peu d'élevage et j'ai fait engraissage des poules. J'ai pu construire ma cage, acheter les poules pour mettre dedans. Et actuellement, j'évolue. Je souhaite qu'à la terme, on n'a qu'à continuer, on n'a qu'à beaucoup souhaiter pour mes camarades aussi, on n'a qu'à évoluer. J'ai fini ma formation de menuiserie, c'était en 2012. Mais depuis là, le papa dit de revenir rester chez lui. L'année passée, l'ANADEB est venu, j'ai travaillé sur la piste, j'ai pu économiser quelque chose. On m'a aidé à ouvrir mon atelier à l'IRD, m'ont équipé en machine. Tout ceci à l'actif de l'Agence nationale de développement à la base, ANADEB, soutenue par la Banque mondiale. Je suis vraiment impressionnée par l'engagement de la communauté, impressionnée par la solidarité que je vois, impressionnée par voir que EJV a changé complètement la dynamique et la vie, les conditions de vie des populations. Cette étape marque la fin de la visite de contact des bénéficiaires du projet EJV. L'objectif étant de toucher du doigt l'impact du projet sur le quotidien des communautés. Et on voit bien que la vie a changé là-bas. De la piste rurale à la grande route, ça ne roule pas toujours fluide. Et sur le corridor de l'espace UEMOA, des entraves à la liberté, à la libre circulation des personnes et des biens. Beaucoup d'usagers en font encore les frais, au sens propre comme au figuré. Et c'est ce que dit d'ailleurs le rapport annuel sur les pratiques anormales rendues publiques ce jeudi à Lomé. Le compte rendu de Karine Olandlo. L'installation de barrières physiques, les prélèvements illicites et les retards relatifs au temps de contrôle dans le transport des marchandises. Ces mots minent le corridor de l'espace UEMOA et paralysent de surcroît la libre circulation des biens et des personnes. Comme outil de lutte contre ces malversations, l'Observatoire des pratiques anormales, OPA, qui publie son rapport 2020. Au regard du rapport 2020 de l'OPA, on a constaté qu'entre 2019 et 2020, les indicateurs sont en baisse, et ce qui encourage quand même le travail fait par tous les acteurs de la chaîne de transport. L'ensemble de la chaîne des transports tire les conséquences de ces pratiques anormales et émet des idées pour freiner ces entraves. Les participants vont faire des recommandations à l'endroit des forces de contrôle, à l'endroit des conducteurs, des transporteurs et de tous les acteurs de la chaîne, afin que nous puissions revoir nos comportements sur nos corridors pour réduire les tracasseries. Et cela s'inscrit également dans la droite ligne de la feuille de route gouvernementale qui vise à faire du Togo un hub logistique dans la sous-région. Créé par l'UEMOA, l'Observatoire des pratiques anormales produit des rapports trimestriels et annuels qui sont publiés périodiquement. Dans ce 46e rapport, les pratiques anormales sur le corridor togolais connaissent une baisse, mais des efforts restent encore à faire.
La ville demain au Togo, comment la tracer, la bâtir? Eh bien, le Code de l'urbanisme et de la construction trace justement la voie et c'est dans un document de cadrage présenté ce matin. Un rapport à finaliser, tout un processus encore en cours. Clarisse Aticlet. Tracer la ville de demain, la dynamique est enclenchée au Togo. Actuellement sur la table de discussion, l'avant-projet de loi portant Code de l'urbanisme et de la construction. À la première phase du processus, le rapport de cadrage est passé au peigne fin. C'est lui qui servira de base à l'élaboration de l'avant-projet du code. Ce code va permettre de refondre un peu la pratique que nous faisons actuellement en matière de code, en matière de législation et en matière de règlement de tous les différends que nous avons dans le secteur du développement urbain et de l'habitat. Ça vient renforcer un peu le législateur et ça vient conforter aussi les professionnels du métier, les professionnels du droit de l'urbanisme. La loi portant Code de l'urbanisme et de la construction est greffée sur le projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU. Financé conjointement par l'État togolais et la Banque mondiale, ce projet aidera le pays à mieux encadrer l'évolution physique des villes et des centres urbains. Le code permettra de définir le droit de l'urbanisme. Et le droit de l'urbanisme, c'est un peu l'ensemble des règles qui permettent d'établir un peu l'affectation du sol. Ça contient aussi le droit de la construction. Et le droit de la construction, c'est l'ensemble des règles qui permettent de construire des bâtiments. Avec l'élaboration du Code de l'urbanisme et de la construction, le Togo veut lever les contraintes du secteur de l'habitat et instaurer ainsi une gestion foncière et urbaine saine. Vous êtes consommateur de soja, vous en raffolez. Attention, certains magasins à Lomé sont fermés depuis cet après-midi, faute d'agrément pour certains, non-respect des prix réglementairement fixés par d'autres. Et c'est une opération coup de poing du Conseil interprofessionnel de la filière soja et du ministère du Commerce. La descente, le récit, Gisèle Kozona avec Yataratem. Des structures spécialisées dans la vente et l'exportation du soja, ici fermées. Certains de ces magasins font l'empotage de conteneurs de soja sans agrément, d'autres sont dans la surenchère. Le Conseil interprofessionnel de la filière soja au Togo et le ministère du Commerce n'ont pas l'intention de faire perdurer ce dysfonctionnement. Sur le terrain, il y a beaucoup de désordres. Ceux qui n'ont pas investi dans la filière sont là et ils récoltent ou bien ils prennent les produits de ceux qui ont investi depuis juin jusqu'à ce jour. Donc ça a fait que nous avons eu des retours que certaines sociétés font de la surenchère, d'autres vont pour récolter ou bien prendre les produits des autres et nous sommes saisis comme CA qui devait réguler la situation et c'est ça qui a motivé aujourd'hui la sortie du terrain. Le CA a décidé qu'on ferme les magasins et puis qu'on les retire jusqu'à nouvel ordre de leur agrément. Et si ces personnes à qui appartiennent ces magasins se régularisent, reviennent à de bonnes humeurs et qu'ils suivent les décisions du CIFS, eh bien, nous aussi, le CA va se réunir encore pour décider du sort à réserver à ces magasins-là. Ce magasin faisait partie aussi de la cible. Avisés, les responsables ont pris la poudre d'escampette avant l'arrivée de la délégation. Autre opération évoquée ce soir, mais cette fois à l'étranger, direction l'Afrique du Sud, qui trouve là une solution aux mamans dont les seins ne sont pas pourvus d'assez de lait pour leur bébé, leur nouveau-né, les bébés prématurés. Dans les hôpitaux, on a tout simplement recours aux collectes de lait maternel pour sauver ces bébés. Regardez. Le don de lait maternel peut sauver des bébés. L'Afrique du Sud compte près de 30 banques de lait maternel, principalement situées dans des établissements de santé publique. Selon la South African Breast Milk Reserve, le lait maternel est l'aliment optimal le plus sûr pour les enfants prématurés et à terme. La banque de lait maternel indique que les niveaux de dons de lait en Afrique du Sud ne sont pas stables. Je peux vous montrer à quel point les stocks fluctuent chaque jour et chaque semaine. Nous sommes une petite banque de lait maternel. Nous avons une réserve de lait maternel allant de 15 jours à 1 mois dans nos stocks. La semaine dernière, nous avons eu une pénurie. Et évidemment, ces fluctuations se corrigent d'elles-mêmes.
Nous faisons beaucoup de marketing social pour nos activités et nous essayons d'engager de nouvelles mères. Ce dont nous avons réellement besoin, c'est probablement de 150 000 $ américains pour être en mesure de contenir les opérations de l'organisation et de continuer à nous développer. La South African Breast Milk Reserve explique nourrir 6 000 bébés par an. Nous avons pu aider 6 000 nourrissons. Par rapport à l'année précédente, c'était seulement 3 200 bébés. Ça a beaucoup d'impact sur le système de santé dans son ensemble, car ça a permis aux établissements publics de se développer, notamment parce que nous avons ciblé les hôpitaux qui n'avaient pas conclu d'accord avec nous. En Afrique du Sud, une mère donneuse peut donner jusqu'à 4 litres de lait maternel. La banque indique que le coût du prélèvement d'une donneuse est en moyenne de 15 $ américains. Cela dit, retour chez nous au Togo à suivre maintenant dans le reste de l'actualité. Cette sortie surprise hier du ministre Odin en visite dans plusieurs ateliers. Eh bien, le ministre délégué de l'enseignement technique et de l'artisanat est allé vérifier si les mesures anti-Covid en vigueur sont toujours bien respectées. Le constat, le récit, Immaculée Baoué Abalo avec Dodo Aré. À la grande chaudronnerie d'Adi Dogomé ce mercredi, un invité pas forcément attendu. Le ministre délégué à l'enseignement technique et à l'artisanat. Sans tambour ni trompette, plusieurs ateliers reçoivent la visite de l'invité surprise. À Baie, dans ces centres de formation, au-delà de l'effet de surprise, l'on apprécie la visite. Je suis tellement ému par la visite surprise du ministre, de notre ministre de tutelle. C'est la première fois. Mes élèves et moi, nous sommes très émus par rapport à sa visite. Vraiment, c'est une joie pour moi, parce que beaucoup n'ont pas cette chance-là. Dans notre domaine, nous avons un ministre qui vient pour nous solliciter. Alors c'est déjà une très bonne chose. C'est une descente inopinée. Je ne m'attendais pas à cela. Donc cela veut dire que moi aussi, je compte parmi les gens. Si un ministre vous visite, c'est que ce que vous faites est bon. Pour d'autres artisans, c'est aussi l'occasion de faire part des doléances au ministre. La soudure ou bien la chaudronnerie, c'est ça qui fait fondation d'un pays. Parce que le bateau, navire, c'est nous. Les constructions navales, c'est nous. Les stations d'essence, c'est nous. Et à l'aviation, et les soudures qu'on fait, les avions, c'est nous, c'est la chaudronnerie toujours. Donc il faut sensibiliser les élèves pour qu'ils puissent rentrer dans le domaine. Également à l'agenda de cette sortie surprise, Thiévier. La mission d'inspection débarque à la grande usine de fabrication de pain et de croissants. Partout, les employés font bonne impression sur les mesures anti-Covid. Nous nous réjouissons que la majorité respecte les mesures barrières et la majorité s'est vaccinée. Bon, nous avons constaté par endroit 1-2 personnes ne sont pas encore vaccinées. Nous les avons également instruits à contrôler les passes vaccinales. Bientôt Noël et le Nouvel An, grosse période de fête. Mais face au Covid-19, le comté s'appelle à la prudence. Tout le sens d'ailleurs de cette visite inopinée qui sonne comme un rappel à l'ordre sur les mesures barrières à respecter. Et qu'en est-il de la situation globale de la pandémie au Togo? Le tableau présenté ce jeudi 16 décembre 2021 sur la situation se présente donc comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 512 avec 46 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 959. Le nombre de cas actifs est de 309 et le nombre de décès est de 244. Le variant Omicron a été détecté après séquençage sur des prélèvements effectués chez des Togolais. Communiqué et chiffres rendus publics par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. On en faisait déjà un tout petit peu allusion. Noël, c'est dans quelques jours. Et Noël, c'est justement dans seulement maintenant quelques jours. Et Noël, c'est le sapin. Vous n'en avez pas encore acheté, pas besoin d'en commander si loin. Vous pourrez en trouver tout près d'ici, naturel en plus. Marie-Ange Bida nous y amène et c'est le dossier de cette édition. À une dizaine de kilomètres de Thiévier, à Lokwegbi,
Au large de ce village se niche un champ peu ordinaire au vent de Noël. Et Noël, c'est le sapin. Bientôt, ces sapins vont s'illuminer à l'intérieur des maisons pour le bonheur de toute la famille, mais surtout des tout-petits. Nous voici dans ce champ de sapins naturels à la rencontre de M. Kofi qui, au-delà de sa passion, en a fait son business depuis quelques années. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Ce sont des fleurs naturelles. En temps, si la fête approche comme ça, les gens achètent des fleurs artificielles. On avait pensé, parfois, nos frères commandent naturels à l'Europe. On les amène. On s'est dit que non, nous-mêmes, on peut cultiver ça ici. L'idée nous est arrivée et nous avons acheté cette place et on avait commencé à les mettre. Dans ce champ, on trouve un peu de toutes les espèces de sapins. Pyramides, icônes, ballons ou encore l'araucaria, communément appelé l'arbre de Noël. Noël, justement, dans quelques jours. Et dans presque toutes les maisons, des sapins. Mais pas forcément naturels, comme chez notre horticulteur paysagiste. Leur durée de vie, ça peut rester dans la maison jusqu'à 50 ans. Le sapin naturel a des vertus. Là, c'est quelque chose qui est un peu caché à nous, mais ça a des vertus de protection. Ça joue beaucoup de rôle. C'est pourquoi quand vous rentrez dans certaines maisons, vous les dépassez avant d'aller chez la personne. Des vertus fort appréciées par la clientèle. Parmi elles, Khadija, cette résidente de Zanguera. Déjà dans sa maison, s'illumine l'arbre de Noël tout décoré. Voilà, la fête commence. Spécialement pour cette année, j'ai choisi le sapin naturel puisqu'auparavant, j'ai toujours utilisé les sapins artificiels qui d'ailleurs ne sont pas produits au Togo. C'est trop beau, je suis ravie du travail abattu. C'est bien réel, du sapin naturel au Togo. C'est plus proche qu'on ne le croit. Du sapin de chez nous au goût naturel de Noël. Beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Mon beau sapin, un reportage, un dossier de Marie-Ange Bida, merci, dossier qui annonce déjà les couleurs de la fête. Mais on va rester encore un peu au champ, mais cette fois pour produire les fruits de la passion, ça fait partie d'ailleurs de la fête, il y a une manière particulière pour en produire et c'est ce qu'on nous apprend ici dans ce reportage de Sylvain Aboudou. C'est une espèce culturelle méconnue du monde agricole, le fruit de la passion, un fruit souvent cultivé dans d'autres pays comme l'Amérique. Le Togo veut promouvoir ce fruit, tout comme les autres, notamment l'ananas. D'après une étude, le fruit de la passion est adapté aux conditions agroécologiques de la préfecture de Hao et de Zio. C'est l'ensemble des producteurs de cette zone qui sont ici pour acquérir les pratiques de production pour mettre en valeur ce fruit. Mais pourquoi ce positionnement particulier sur la question du fruit de la passion ? Parce qu'aujourd'hui, à l'issue des discussions avec les uns et les autres, avec les experts dans le domaine, avec les experts du ministère de l'Agriculture, il se révèle aujourd'hui que la question du fruit de la passion est une réelle opportunité sur laquelle les communautés peuvent se positionner. Et connaissant bien sûr la géographie de notre pays, on se dit qu'effectivement cet environnement, qu'est naturellement le Zio et naturellement le Hao, est un environnement propice pour d'abord cette initiative. À cette école, initiée par l'ONG Elan, avec l'appui du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, les producteurs vont découvrir les itinéraires techniques de production, la gestion et l'entretien, mais aussi les techniques commerciales en matière d'opportunités de marché. C'est un produit bio. Donc nous attendons de les normes de qualité biologique, le respect strict de l'itinéraire de production. Voilà. Et justement, la production en quantité. Ceci n'est qu'une phase pilote. Nous souhaitons vivement que chacun au retour chez lui continue par sensibiliser d'autres producteurs pour que nous ayons les quantités expectées. Le but, c'est de soutenir les efforts des producteurs et donner un nouvel essor à l'économie nationale. Ceci pour davantage contribuer au développement économique et social tout en améliorant les conditions de vie des producteurs. À signaler également dans l'actualité ce soir la tournée de la Cour des comptes. Comment bien ou mieux gérer l'argent public, les biens publics ? Eh bien, la cible de cette sensibilisation, ce sont les collectivités territoriales. Nous rendons donc à Kara pour le compte rendu de Nestor Boujou.
En tant qu'institution supérieure de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes a entrepris d'aller vers les acteurs intervenant dans la gestion de ces finances publiques et des biens de l'État en vue de les informer et de les sensibiliser sur leurs rôles et responsabilités. À cette rencontre, la Cour des comptes est face aux ordonnateurs et comptables des collectivités territoriales de la région de la Kara. Pour la Cour des comptes, il s'agit de leur donner les outils pour éviter les irrégularités qu'elle a constatées dans le processus du cycle budgétaire au niveau des entités déjà contrôlées. Elles sont nombreuses. L'absence d'acquis libératoire pour pouvoir payer, la vente ou la location des biens, immeubles surtout, des collectivités territoriales, paiement des dépenses non justifiées. Le non-recouvrement des recettes qui sont la partie la plus importante pour la vie des collectivités territoriales. Il y a la tenue d'un certain nombre de registres qui n'est pas faite. Et nous voudrions faire le tour de tout cela avec les nouveaux élus. Vous savez, ils sont là depuis 2 ans seulement. Il est nécessaire qu'on leur dise, voilà ce que nous avons constaté. Voilà ce que nous voudrions que vous fassiez pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que vos prédécesseurs. Le respect des textes. Les textes, il y en a beaucoup. Je comprends qu'ils aient des difficultés pour les appréhender au fond. Mais nous sommes là pour les amener, pour les éclairer à respecter les textes. Cette tournée d'information et de sensibilisation de la Cour des comptes, des ordonnateurs et comptables des collectivités territoriales s'intègre dans le projet d'appui à la gouvernance locale, projet qui bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale et de l'Union européenne. L'ANSSI, l'Agence nationale de la cybersécurité, a désormais son logo. L'œuvre d'art a été dévoilée. L'infographiste lauréat récompensé. Abou Zadadja Yataratem. L'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI, c'est désormais un visage. Un logo qui reflète la mission de l'ANSSI, la lutte contre la cybercriminalité. Ce chef-d'œuvre porte la griffe du jeune designer Balak Bawe Bassaï, premier des 3 lauréats parmi 200 candidats. Le logo que j'ai eu à proposer pour l'agence est un logo qui rassemble 3 icônes. D'abord, un univers connecté, après un bouclier de sécurité et un cadenas qui représente aussi la sécurité. C'est un sentiment de joie qui m'anime et je suis vraiment content d'être le premier prix du concours de l'ANSSI. Innovation, créativité, c'est la marque de cette œuvre de l'esprit. L'art semble combler toutes les attentes de la direction. L'auteur de son côté s'en tire à bon compte. Nous avons organisé cette séance de remise des prix pour d'abord encourager nos jeunes infographistes qui ont fait un travail remarquable et aussi de faire découvrir à l'ensemble de la population togolaise qu'il existe une agence qui est chargée de les protéger, de protéger leurs données et que s'ils ont un souci, ils peuvent se référer à cette agence ainsi qu'à son bras opérationnel qui est Cyberdéfense Africa, qui a déjà un site internet qui est donc le CERT.tg sur lequel tout le monde peut aller déclarer des incidents. Pour ANSSI, une application d'investiguer dans l'anonymat. L'agence, désormais à visage découvert, va appuyer les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la cybercriminalité. Le numérique en pole position. Enfin, le thieboudienne à l'UNESCO, le bon plat de riz au poisson sénégalais est désormais un patrimoine culturel immatériel et de l'humanité. Et voilà pour le côté art. Mais pour le côté goût de ça, bon appétit, regardez. Dans la ville de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, les habitants veillent sur un trésor. C'est ici qu'est né le thieboudienne, ou riz au poisson. Fatimata Ben Messaoud en est l'une des plus farouches gardiennes. Comme chaque semaine, cette Sénégalaise de 49 ans choisit minutieusement ses ingrédients. Le riz, on le prépare avec le dème. Ce poisson est délicieux. Voilà pourquoi je l'ai choisi pour la recette. Une fois rentrée à la maison, Fatimatou Ben Saoud et ses sœurs épluchent, découpent, mêlent poissons, oignons, piments verts, bissap, courges. Des gestes transmis inlassablement de génération en génération. C'est ma grand-mère qui m'a appris à préparer le thieboudienne. Moi, j'ai fait pareil. Je l'ai enseigné à mes enfants. Maintenant, ils savent le préparer et ils l'apprendront eux aussi à leur progéniture. Le thieboudienne fait partie de l'identité des Sénégalais. C'est notre culture. Quand tu es une jeune fille qui vient juste de te marier, si tu ne connais pas comment on prépare le thieboudienne,
Ah, ça c'est une honte. Si tu connais comment on fait le bon tchéboudienne, ah, machallah, tu es respecté. Au bout de près de 2 heures de mijotage, la magie opère. C'est bon, Ah oui. Vrai goût du marmite de grand-mère. Ça a le même goût. Dans l'assiette, c'est toute l'identité d'un pays qui s'affirme. Le thiéboudienne, un plat de résistance au sens propre comme au sens figuré. Le colonisateur avait imposé le riz en substitution des cultures vivrières pour que les colonies, la colonie du Sénégal, si vous voulez, se mettent dans les cultures de rente. Du coup, l'inventivité qui a permis de créer le thiéboudienne, qui est tout à fait national, local, est une expression effectivement de résilience, mais également de résistance. Le thiéboudienne, patrimoine incontournable sénégalais, fait désormais partie du patrimoine de l'humanité. Très appétissant tout ça. Et c'est avec de l'eau à la bouche que nous refermons cette édition du soir. Mais notez que tout à l'heure, à 21h, vous suivrez Pierre Soussoupo et ses invités dans l'émission, le magazine Togo en marche. Sujet du jour, bilan du projet d'opportunité d'emploi aux jeunes vulnérables. Nous en parlions tantôt dans le journal. Rendez-vous donc à 21h. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Lonkwegbe, à Thiévier dans le Zio, à Dakar, sur la Corniche. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée à vous.